pour démarrer ce live actu, il sera question de démission et celle du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Edith, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on ne s'y attendait pas vraiment. Oui, il y avait quand même des rumeurs de démission qui circulaient depuis plusieurs jours au sujet du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Mais on ne s'y attendait pas. Donc la nouvelle est tombée aujourd'hui, officiellement, à la suite du Conseil des ministres extraordinaire qui s'est tenu ce lundi 13 juillet. Et l'annonce a été faite par le secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi, qui a annoncé la démission officielle du tout premier, je tiens à le signaler aussi, du tout premier vice-président de l'histoire de la Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, 77 ans, et qui a décidé de rendre le tablier après plusieurs années à servir comme vice-président pour ce pays. Les raisons, pour l'instant, on ne les sait pas. On a juste eu le communiqué de presse du vice-président, de l'ex-vice-président, qui a signifié des raisons de convenance, comme cela a été signifié. Convenance personnelle. On peut englober beaucoup de choses dans ce terme, dans cette expression de convenance personnelle. Est-ce qu'il s'agit d'un dépit, d'un épuisement à la tâche, ou peut-être d'une réaction à une promesse non tenue? Beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations encore auxquelles il faut trouver des réponses. Qu'est-ce qu'il dit concrètement, Edith, morceau choisi de son communiqué? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce communiqué-là? Surtout le premier paragraphe, donc je vous le cite. Je voudrais tout d'abord remercier son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, d'avoir bien voulu finalement accepter, après plusieurs rencontres, la deuxième lettre de démission que j'ai eu à lui présenter le 27 février 2020, pour des raisons de convenance personnelle, comme je l'ai signifié. Cette acceptation s'est traduite par sa lettre datée du 8 juillet 2020 et remise dans la soirée de la dite date, donc aussi le jour malheureusement du décès du Premier ministre Amadou Gon. Et je prends également le dernier paragraphe où il a précisé également qu'il tenait surtout à signifier qu'en cette période de turbulence et de doute, je souhaite vivement que notre pays reste toujours une terre de justice, de paix et de progrès. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, terre d'espérance et patrie de la vraie fraternité. Et notre tour de l'actualité est fortement marqué par le début des obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Retour avec vous, Israël Guébo, sur cette journée d'hommage. Oui, Brice, une journée remplie d'émotions, beaucoup d'émotions. Une journée où la nation a voulu rendre hommage à l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Une journée où il foulait pour la dernière fois la maison de la présidence. Une journée qui a été marquée également par, au-delà de la Côte d'Ivoire, des personnalités qui sont venues d'ailleurs. On a vu le président sénégalais Macky Sall, on a vu le Premier ministre burkinabé, pour ne citer que ces deux-là. On a vu également toutes les forces de défense et de sécurité qui ont rendu un hommage à Amadou Gon Coulibaly. On a surtout été marqué profondément par ces trois discours, notamment celui de la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, qui a parlé d'un ami, d'un collègue, d'un proche, d'un patron. Il y a aussi eu le discours du secrétaire général de la présidence qui a révélé, en fait, relevé surtout la loyauté, la détermination, mais surtout un proche, un confident, un fils aimé et choyé du président de la République. Et puis enfin, ce discours-là qui a également, j'ai vu les retours sur les réseaux sociaux, qui a marqué tout le monde, celui de la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté, qui a appelé les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, qu'ils soient du sud ou du nord, à être habités de la sagesse. Elle a dit « puisse la sagesse nous inspirer ». Donc c'était vraiment une cérémonie très riche en émotions, et puis elle se poursuivra encore dans les jours qui viennent. Alors, à Madagascar, on se pose des questions également. Covid Organics, mais attention, ça commence un tout petit peu à craindre, Sophia Ida. Oui, alors l'île doit-elle s'inquiéter? Alors, est-ce que l'île doit s'inquiéter? Les avis sont partagés, mais c'est vrai que ces derniers jours, les décès de personnalités dans le pays ne font que se succéder. Le 12 juillet dernier, c'était un représentant de l'UNICEF qui décédait à seulement 51 ans. 2 semaines avant, c'était un médecin de l'OMS. Et puis le 12 juillet, donc dimanche dernier, le président a annoncé le décès de 2 parlementaires à la télé nationale. Et puis a rajouté que 14 personnes au niveau du Sénat sont infectées du virus, de coronavirus, et 11 personnes à l'Assemblée nationale. Donc
le but en fait de son intervention, c'était vraiment de pouvoir rassurer les populations, rassurer les inquiétudes de personnes qui voilà, se posent des questions justement, mais aussi de parler de cette stratégie de riposte thérapeutique. Mais il faut reconnaître que les hôpitaux de la ville du pays sont aujourd'hui débordés. Ils ont un véritable manque de matériel médical et puis la flambée des cas ne rassure pas du tout face à la dite stratégie. Assez rapidement, je sais, vous êtes en général le parent pauvre, vous m'avez dit tout à l'heure. Les gens se posent des questions, justement. Ils se disent, mais qu'en est-il du Covid organique? Ça marche pas? Comment ça se fait? Oui, alors juste pour rappel, on va juste se souvenir que le 20 avril dernier, le président donc malgache Andry Rajoelina a lancé la commercialisation donc, de ce remède, Coevic Organics, à base de plantes d'Artemisia, censé prévenir et guérir le coronavirus. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas trop faire le lien pour l'instant entre les cas qui flambent et le Covid organique. Peut-être que ceux qui sont dans cette situation n'ont peut-être pas consommé. C'est ça. En fait, on peut le remède est en vente libre, donc c'est difficile de recenser. Oui, je trouve qu'il aurait aussi vite pris en faisant croire que le fait qu'il ait fait la promotion avec fierté de son remède puisse être lié à ces décès, à ces différents décès. Voilà. On a différents remèdes pour d'autres maladies comme le paludisme, même pour la grippe. Il y a des morts également, des personnes qui meurent de la grippe. C'est ça. Pourtant, ils ont des médicaments. Pourtant, il y a des traitements, il y a des vaccins. Okay. Après, donc, on va retenir qu'il n'y a pas forcément de lien. Ne tirons pas vite de Mais grandes en tout conclusions. cas, ils tirent sur la sonnette d'alarme. En tout cas, à Madagascar, ils ont décidé d'ouvrir l'œil et le bon concernant la lutte contre... Boycott de l'OMS, vous pensez? Ça sera une autre question. Je vous promets que ça sera une autre question. On aura l'occasion d'en parler. Merci beaucoup, Sophie Aïda. On fait le point de cette nouvelle journée d'hommage avec vous, Rihanna. Alors, cette cérémonie d'adieu qui a enregistré la présence de plus de 30 000 personnes, il faut le noter, a été animée par de vibrants témoignages, notamment celui du gouverneur d'Abidjan, donc Begré Mambé, de l'ambassadeur Maurice Bandama, et de ministres tels que Anne Désiré Loto, Raymond Goudou Kofi et bien d'autres. Le chef d'État Alassane Ouattara a affirmé dans son discours « Ma douleur est immense, elle est profonde ». Ça reflète bien l'état d'esprit de tous les militants du RHDP durant cette cérémonie. Alors la cérémonie d'hommage s'est suivie de la cérémonie religieuse à la grande mosquée de la Riviera Golf. Alors traditionnellement, cette cérémonie, c'est l'occasion de partager des bénédictions, particulièrement la lecture du Coran. Et en fin d'après-midi, la dépouille du défunt Premier ministre a été acheminée vers Korogo, sa ville d'origine. Le président Alassane Dramane Ouattara a annoncé qu'en concertation avec la famille du Premier ministre, la cérémonie du 40e jour se tiendra le dimanche 16 août prochain. Depuis quelques jours, la Côte d'Ivoire a passé malheureusement la barre symbolique des 10 000 cas de Covid-19 avec 87 décès. Cependant, nous constatons l'attitude des populations. Elle n'a pas vraiment changé. Les mesures barrières sont très peu respectées. De nombreux Ivoiriens vont jusqu'à ne même pas croire en l'existence de la maladie. Maintenant, la question qu'on s'est posée, c'est que faire face à cette situation? Comment emmener les Ivoiriens à respecter les mesures restrictives contre le coronavirus? Place au petit débat avec mes amis sur le plateau. Déjà, constat. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas, de dire que depuis l'annonce de la lutte contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez l'impression ou le sentiment que les Ivoiriens ont intégré les mesures barrières? Est-ce que c'est très respecté? Oui, moi je pense que oui. Moi je pense que oui. En tout cas, depuis le début de cette crise-là, peut-être pas dans les premiers jours. Mais après le travail de sensibilisation qu'a fait le gouvernement sur le terrain, on les a vus aller même jusqu'à l'intérieur du pays, dans les contrées les plus reculées, pour sensibiliser dans toutes les langues sur cette maladie-là. Les gens ont pris conscience. Au départ, il y avait des problèmes de moyens au niveau des hôpitaux, au niveau des masques, des gants. Le gouvernement a fait vraiment des efforts. On a même vu sur des plateaux de télévision en France où on n'a pas forcément entendu la Côte d'Ivoire, mais on savait très bien que c'est de nous qu'on parlait lorsqu'on disait que certains pays, même sous-développés, donner des masques Qu'est-ce qui vous fait gratuitement. dire qu'on parlait de nous? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on parlait de nous? Ça, c'est mon avis personnel. En tout cas, ça m'a fait plaisir de l'entendre parce qu'effectivement, le gouvernement a fait beaucoup à ce niveau-là pour que les Ivoiriens prennent conscience. Donc oui, pour répondre à votre question, Brice, je pense que les Ivoiriens ont bien pris conscience à un moment. Moi, le bien me pose problème parce qu'au regard de ce qu'on constate, il y a encore des gens qui se retrouvent dans des marches et non-respect de la distanciation. Il y aura toujours des gens qui ne vont pas obéir, mais une grosse majorité a pris conscience. Non, vraiment. Et ça se voit. Aussi qu'il y a eu un relâchement. Il y a eu un relâchement depuis les levées des mesures
De couvre-feu. Voilà, de couvre-feu et tout ça. Psychologiquement, je pense que la population se dit, bon, on n'est plus tellement à risque et tout ça. Et puis on croit toujours que ça arrive aux autres quand ça ne nous arrive pas. Mais Je ne suis pas totalement d'accord parce que quand je me déplace dans la ville, je vois des personnes, surtout au niveau des automobilistes, toujours avec leur cache-nez. J'ai l'impression même que lorsqu'on oublie son cache-nez et son masque, on retourne rapidement à la maison pour le récupérer parce qu'on ne peut pas accéder à certains endroits. La police aujourd'hui surveille. Oui, bien sûr. Et donc, il y a des mesures qui sont prises. Les populations font vraiment des efforts pour respecter. Il y a peut-être un peu de relâchement à certains moments. C'est vrai que la maladie s'est installée. Elle est là, elle est définitivement là, on va dire, en griffe pour l'instant. On espère qu'elle va vite disparaître. Mais il y a un peu de relâchement à certains moments. Le relâchement, il est presque mondial, effectivement. Oui, il est mondial, même en France. Je pense que dans les premières heures, on était tous traumatisés. Face à quelque chose qu'on ne connaissait Alors, pas. La preuve qu'on parlait de confinement, c'était un mot devenu tellement à la mode, mais la Côte d'Ivoire n'a jamais été officiellement confinée. Mais les Ivoiriens se sont auto-confinés. Exactement. On a vu des mairies monter au créneau pour demander à leurs concitoyens de ne pas sortir et de s'auto-confiner s'ils n'avaient pas grand-chose d'important à faire dehors. Donc ça prouve que dans les premières heures, il y a eu une vraie prise de conscience. Sauf qu'après qu'on était dans le couvre-feu qui accompagnait les mesures d'urgence, quand on a levé ce couvre-feu-là et que les gens ont commencé à repartir au travail, la vie a commencé à reprendre, on s'est dit, bon, bah, de toute façon, tant qu'à faire, on vivra avec. Donc c'est là que ce relâchement est venu. Mais aujourd'hui, je pense que le relâchement dont on parle, on ne pourra vraiment plus y échapper quand on a des images de rassemblement. Hein, parce qu'il ne faut pas le cacher. Au Parc des Sports, par exemple, on a vu un rassemblement de personnes, de milliers de personnes. Alors, avec des cache-nez peut-être ou pas, parce que j'en ai vu sur des photos sans cache-nez, mais ne venons pas nous dire après que la Côte d'Ivoire a passé le cap des 13 000 cas. C'est bien qu'on nous dise, qu'on nous rappelle un tout petit peu ce que disent les textes du Conseil national de sécurité. Le Conseil national de Il est très sécurité prompt nous sur la dit- question. Non, oui, bien sûr, parce que vous allez comprendre pourquoi. Nous dit qu'ils maintiennent donc la fermeture des frontières terrestres et maritimes. L'isolement du Grand Abidjan se termine donc à partir du 15 juillet 2020. Aujourd'hui. Contrôle systématique du port du masque dans les véhicules et les lieux publics, ainsi que l'application des mesures coercitives définies par décret. Je pense que c'est un des points les plus importants. Du maintien de la fermeture des bars, des boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle. Du confinement obligatoire de toutes les personnes vulnérables, y compris les femmes enceintes. Du renforcement de la sensibilisation communautaire en vue d'un changement de comportement, surtout à travers une plus grande implication des jeunes et des femmes encadrées par les communes. Alors ce point, j'ai juste envie de le reprendre. Du renforcement de la sensibilisation communautaire en vue d'un changement de comportement, surtout à travers une plus grande implication des jeunes et des femmes encadrées par les communes. Alors, très franchement, qui a demandé à ces milliers de personnes d'aller se rassembler au Parc des C'est pour ça Sports? que tout à l'heure, quand vous me disiez que le message de la sensibilisation était bien passé, que les gens ils avaient bien compris l'importance des gestes barrières et tout ça, j'ai eu un peu de... Le message est passé. Après, il y a un appel. On parlait du relâchement. gouvernement Et ce relâchement-là, en aujourd'hui, je pense qu'il est devenu presque légal. Donc, c'est là, ça, du coup, c'est c'est plus un relâchement au niveau de la population, c'est même au Non, niveau... Là, il est presque tous les légal. niveaux, hein. Et ce qui est contradictoire, malheureusement, c'est qu'on maintient toujours les bars, les boîtes de nuit, les cinémas et les lieux de spectacle fermés. Moi, ma Alors, question, de c'est quoi mémoire la différence d'Ivoirien, entre un maquis et un bar. on va y arriver, mais de mémoire d'Ivoirien en ce qui concerne des spectacles, des concerts, j'ai rarement vu 30 000 personnes réunies. Je ne veux pas faire de comparaison, mais je veux juste pouvoir dire qu'on devrait aujourd'hui, dans cet élan-là, alléger ces mesures pour permettre à des familles de continuer à vivre parce que leur activité est fermée depuis 4 mois, alors qu'on ne comprend pas pourquoi. Aujourd'hui, dans des bars, vous avez l'État qui a permis à ce que pendant ces mois-là, qu'on ne soit pas obligé de payer les loyers à ses propriétaires en ce qui concerne les bails commerciaux, mais on leur est redevable. Parce qu'ils se disent... Il y a une suspension, mais il n'y a pas une annulation. Donc Exactement. quand ces bars-là vont reprendre, si jamais ils reprennent un jour, ils seront redevables de tous ces mois de loyer, de toutes ces factures également. C'est énorme. Kinet, Crowd One, eCash, Easy Money, les maisons de placement d'argent étaient nombreuses à exercer en Côte d'Ivoire jusqu'au mercredi dernier. Quelles sont les conséquences de cette interdiction d'exercer? Quelles retombées pour les souscripteurs? Suivons ensemble notre élément. Il est de Nokana Paleka et de Gauthier Huet. Elles promettent fortune et liberté financière à leurs adhérents. Pour avoir investi ne serait-ce qu'une petite somme d'argent, on peut facilement se retrouver millionnaire.
Voici l'offre de nombreuses maisons de placement d'argent ou de tontines dites numériques qui font florès ces dernières années sur le territoire ivoirien. Et ce sont plus de 30 000 personnes ici en Côte d'Ivoire qui ont souscrit au service de ces structures. Ferdinand Touré, aujourd'hui cadre de société, se souvient encore de ces années où il a cédé à la tentation du gain facile. Quand nous sommes allés, et nous sommes renseignés, arrivés même dans le lieu du placement, et nous sommes rendus compte qu'il y avait du monde. Et ces personnes avaient le même langage. Il faut souscrire, tu vas avoir beaucoup. Puis, en ce cas, on a demandé, mais la souscription, comment ça se fait? Ils disent, toi-même, tu souscris 15 000, et puis tu souscris pour 5 personnes pour ajouter. Même si pour l'heure, la confusion semble régner entre marketing de réseau et placement d'argent, la manne financière engrangée par ces entreprises est importante. En 2006, de nombreux citoyens avaient été grugés par des agences de placement d'argent en Côte d'Ivoire. Une rocambolesque affaire dans laquelle étaient citées certaines personnalités publiques du pays. Une maison de placement d'argent, je pense que c'est une maison qui permet de récupérer en fait l'épargne de certains investisseurs, normalement dans le but de financer certaines activités pour un retour sur investissement pour ces investisseurs de départ. C'est pas une banque, hein? Non, techniquement, du moins, une maison de placement d'argent, il n'y a pas de définition donnée par le régulateur, par le droit sur les maisons de placement d'argent. On a plutôt des organismes de placement collectif en valeur mobilière, ça c'est défini par les textes qui régissent le marché financier. Mais maison de placement d'argent, déjà, l'appellation, moi, me gêne personnellement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de texte qui régisse des maisons de placement d'argent. On a des textes qui régissent les banques, on a des textes qui régissent des sociétés de gestion d'intermédiation, on a des textes qui régissent des sociétés de gestion d'OPCVM, on a des textes qui régissent des sociétés de gestion de patrimoine, mais des textes qui régissent des maisons de placement d'argent, il n'en existe pas. Codouane, Sayuri, Cunette, on parle de marketing réseau, on parle de tontines numériques. Qui nous en parle? Moi, je dirais que je les mettrais plus dans l'entrepreneuriat, pas dans un système financier classique. Parce que, comme le dirait le frère, ça n'existe vraiment pas sur le marché financier. Donc, je le prenais pour des entrepreneurs qui, à un moment donné, je pense que le business plan change un peu. Des gradins presque vides, de faibles rémunérations pour les joueurs, un total désintérêt du public ivoirien. Bref, le football ivoirien va peut-être, je dirais pas va mal. En tout cas, fini la belle époque des derbies à Sec Africa, qui drainaient des foules, qui captivaient tout le pays. Moi-même, enfin bref. Que faire pour que le football ivoirien renoue avec l'enthousiasme? On en parle maintenant dans le petit débat. Chers amis, constat. Le football d'avant et de maintenant, les gens s'intéressent un peu moins, on est d'accord? Moi, je pense que je me rappelle en fait en tout cas, des petits souvenirs qui me reviennent en tête de ces matchs. On sentait qu'il y avait cet engouement-là, en tout cas à l'époque. Et je pense qu'il y a certainement eu une cassure après la génération dorée de Kader Keïta, Yaya Touré, Didier Drogba, un désintérêt s'est ensuite fait sentir pour tout ce qui concerne les championnats de ligue et le championnat même Messieurs, local. je vais vous poser la question. Selon vous, qu'est-ce qui est la base de ce manque d'intérêt? Alors non, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a véritablement le fait que le niveau lui-même est en baisse. On a connu de grands noms. Moi, j'ai encore en mémoire des Kassi Kodjo, Gadji Seli, pardon si je cite le nom de ce club, c'est des gens que je connais. Et, il y avait Mongueï aussi. Voilà, on va citer l'autre club. Et on a bien vu comment le niveau de jeu a dégringolé, mais c'est aussi parce que derrière, je pense, les clubs n'ont pas forcément suivi, à part bien sûr le club de l'ASEC qui tient encore la barre. Aujourd'hui, on a vu comment tous les autres clubs ont dégringolé. Donc forcément, si les spectateurs ne voient plus du bon jeu, ils n'ont plus envie forcément de se rendre dans un stade pour regarder du football. Donc forcément, il y a une répercussion sur l'environnement footballistique. Alors moi j'ai un regard qui est sensiblement différent. Je me dis qu'effectivement il y a eu une cassure. Bon, mais même elle date même d'avant la génération dorée de Didier Drogba, parce que c'était en international qui brillait. Mais à cette époque-là également, les gens allaient difficilement au stade. L'époque dont tu parlais lorsque tu étais toute petite, je pense c'était dans les années 90 où on avait encore de grands derbies en Côte d'Ivoire. Mais je pense que depuis le début des années 2000, voire depuis quelques années en tout cas, depuis que le championnat de Ligue 1 de Côte d'Ivoire est retransmis sur le câble, le niveau de jeu
s'est amélioré. Ça, c'est récent. Hein. Très franchement, c'est très récent. Le niveau de jeu s'est amélioré parce que ces joueurs-là qui souffraient d'un manque d'exposition aujourd'hui se rendent bien compte qu'ils ont un atout, c'est qu'ils sont une vitrine, ils sont visibles à l'international, donc pour les recruteurs, et ils se donnent à fond. Maintenant, comment faire justement pour que les gens se rendent compte que le niveau en vaut la peine pour aller vers les stades? Ça reste un gros travail de la fédération au niveau de la communication sur les Moi, matchs. j'ai envie de dire, est-ce que l'intérêt des gens n'est pas détourné aujourd'hui du football? Ne s'intéresse-t-il pas plus à la politique? Un peu plus, les questions de politique ne les intéressent plus? Moi, je vais peut-être te rappeler, il y a 2 mois en arrière, on a vu tout cet engouement qu'il y a eu sur le derby ASEC Africa qui a ressurgi parce qu'il y a eu cette communication, ce marketing qui a été mis en avant. C'est vrai qu'entre l'engouement sur les réseaux sociaux et ce qu'il y a eu dans les grades, il y a une différence. Il faut préciser que la fédération n'a pas fait grand-chose pour cet engouement. C'est ça. Il est venu tout seul. C'est ça. Et donc je pense que derrière, non, on n'est pas détourné par la politique. Il faut juste ramener au goût du jour cette envie, cette confrontation jaune-noir vers rouge. Hier, l'association des footballeurs a annoncé qu'elle apportait son soutien au candidat Idriss Diallo dans la course à la présidence. Qu'ont pensé les Ivoiriens que nous avons interrogés? On les regarde. Je suis vraiment étonné du fait que ses anciens collègues, ses coéquipiers, où il était capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, n'ont pas soutenu Didier Drogba. Moi, ça m'étonne. Je ne sais pas si c'est de la jalousie, mais comment on peut appeler ça de la sorcellerie? Ce mec qui devait être les premiers à les voter, à le soutenir, c'était ses collègues. Je ne peux pas les juger, mais je pense que dans la vie, chacun a son opinion. Ils savent pourquoi ils ne l'ont pas soutenu. Voilà. Peut-être que même ils ont des relations encore plus rapprochées, mieux que l'autre, le cas adverse que Drogba. Bon, la raison voudrait que ses amis le soutiennent. Mais bon, vu qu'ils ne le soutiennent pas, donc ils ne disent pas tout au fait. Il y a beaucoup de choses les footballeurs nous cachent. Bon, je prends le cas de Maestro. On sait que dans le temps, il y a eu un problème avec Didier Drogba par rapport au problème de brassard à la sélection. Pour lui, on peut comprendre. Mais Cyril Domoré et autres, vraiment, c'est difficile à comprendre. Nos invités du jour sont des spécialistes du ballon rond. Cyril Domoro, il est président de l'association des footballeurs ivoiriens, et Goïbi Syriac, joueur à Savispor en Turquie. Ils sont avec nous. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors on va commencer tout de suite par le sentiment que vous avez au regard lorsque vous suivez ces réactions de téléspectateurs que nous avons interrogés. Cyril Domoro. Le sentiment partagé, puisqu'il y a d'autres qui défendent Didier et d'autres qui comprennent la situation et les choix de la fille. Donc pour nous, le plus important, c'était de faire le choix qu'on trouvait juste. Je pense que ce sont des gens qui ne connaissent peut-être pas le foot, mais qui ont des avis divers. Donc après, je pense que l'AFI est une association qui a ses règles et puis les choses ont été faites dans les règles. D'accord. En tout cas, on aura l'occasion d'en parler, de comment ça fonctionne, de pourquoi l'AFI a pris une telle décision. On parlait tout à l'heure du football ivoirien. Cyril Domoro, quel regard portez-vous aujourd'hui sur le football ivoirien? Vous avez le sentiment qu'il se porte bien, qu'il se porte mal? L'équipe nationale, les championnats? Je ne dirais pas qu'il se porte mal. Le football ivoirien a régressé. Il est en train de reprendre essayer de reprendre son envol. Voilà pourquoi il y a eu pas mal de remue-ménage ces dernières années. Et je pense qu'avec cette élection, avec l'arrivée, on l'espère, du président Yacine Idriss Diallo, le football va retrouver son lustre d'antan. Parce qu'à l'époque, il a travaillé, il a permis au football d'avoir des sponsors, de redonner une autre image de l'équipe nationale. Et je pense on espère qu'après le 5 septembre, qu'on aura une autre oui, si vous partagez le point de vue de Cyril Domoro, vous pensez que ça se passe plutôt bien en ce moment ou J'ai joué dans le championnat, donc je peux dire qu'il y a eu une amélioration. Oui, il y a eu une amélioration pendant 2-3 ans et après le football ivoirien est parti un peu en vrille. Et voilà, on espère que les choses vont reprendre comme on le souhaite. Vous savez, on a fait un combat pendant 3 ans. Et au bout de ce combat-là, on a le président Yacine Idriss Diallo qui m'a convoqué, qui m'a dit qu'il allait peut-être briguer le mandat de la fédération. Et je lui ai dit, nous avons fait un combat. Il serait intéressant que vous alliez, Malik Toué, qui était en tête de liste de GX, et le président Yacine Idriss Diallo, ce serait pour le football ivoirien une bonne chose.
parce qu'il a une vision, c'est un monsieur de vision, c'est un monsieur de qualité. Et donc, nous, d'entrée, on a épousé son projet. Parce que ça veut être. Oui. Pourquoi tout ce suspense alors? Est-ce que c'est parce que nous ne sommes pas impliqués à l'intérieur de ce qui se passe dans le football? Si les dés étaient déjà jetés, voilà. si c'était déjà joué, c'était déjà plié. Jusqu'à hier, pourquoi tout ce suspense? Non, ce n'est pas jeté. Il nous fallait d'abord, vous savez, l'AFIS, c'est une structure sérieuse et professionnelle. On a échangé avec le président Idriss Diallo, mais il fallait d'abord l'aval des délégués. Parce qu'on a rencontré les délégués ont rencontré les candidats. Et c'est après la rencontre avec les candidats qu'on a rencontré les délégués à nouveau pour savoir ce qu'ils souhaitaient pour la FI. Et les délégués ont souhaité qu'on puisse aller sur la liste de Yacine Idriss Diallo. Donc sans l'aval des délégués, ça aurait été compliqué. Plusieurs événements ont secoué récemment la politique ivoirienne. Le RHDP a perdu son candidat, le FPI est divisé, Henri Konan Bédié a annoncé sa candidature, Guillaume Soro est contraint à l'exil. Dans une telle atmosphère, comment les Ivoiriens entrevoient-ils les prochaines élections? Nokana Paleka et Gauthier Hué, j'ai bien prononcé Nokana Paleka? J'ai senti le regard, entendu leur micro à l'homme de la rue pour essayer de recueillir leur avis. Cette division des partis politiques-là, on sait que la Côte d'Ivoire est dirigée, je ne vais pas dire dirigé en tant que tel parce qu'actuellement c'est le RHDP qui est au pouvoir, mais on sait qu'il y a 3 partis politiques principaux. Même s'il y en a d'autres, les principaux ce sont les 3 là. Donc que ces 3 là soient divisés, c'est aussi une opportunité pour les autres de profiter et puis pour montrer ce qu'ils valent. Parce que nous, on a déjà une idée de ce que ces 3 là sont, comment ils réfléchissent, quels sont leurs idéaux. Donc on a besoin de voir autre chose pour pouvoir choisir. Parce que là, on n'est plus dans les histoires de je suis nordiste, je suis du sud, je suis de l'est, je suis de l'ouest. On veut quelqu'un qui va venir vraiment nous unir, c'est tout. Nous sommes, on va dire, un peu sceptiques. Parce que nous voyons que l'ambiance est un peu délétère. Aujourd'hui, perd son âme, le Premier ministre Amadou Gon n'est plus de ce monde. Le RHDP cherche candidat. Va-t-il se présenter? Va-t-il passer la main, comme l'a dit la jeune génération, à tomber des élections? Nous ne sommes pas bien fixés. Le parti même en place, oui. C'était présenté que c'était le Premier ministre qui était le candidat. Nous venons de le perdre, le vice-président aussi. Je ne sais pas s'il voulait qu'on le positionne. Ça n'a pas marché, il vient de démissionner il y a 3 mois. On te lâche, il y a un grand souci. On peut imaginer que les Ivoiriens sont partagés entre de l'espoir, hein. Mais je dirais même directement de l'inquiétude quand même face aux futures échéances électorales. Vous partagez mon sentiment? Oui, bien sûr, parce qu'en général, chaque période précédant les élections est émaillée de tensions. Parfois de violence. On l'a vécu pendant l'élection présidentielle en 2010 et même auparavant. Donc il y a une sorte pas de tradition, c'est le mot est un peu trop fort, mais d'habitude en fait de ces périodes électorales. Donc à juste titre et surtout au regard des derniers événements, je pense que les Ivoiriens ont raison de s'inquiéter. Effectivement, je pense que les événements se réunissent pour semer le doute dans le cœur des Ivoiriens. On a eu la situation sanitaire, donc avec le Covid-19 qui soulevait déjà des petites réflexions, des questions de report et tout ça. On a eu plusieurs prorogations de la CEI. On a eu le décès de notre Premier ministre. On a le président du Sénat qui n'est pas là. On a le vice-président qui a des... Enfin, toutes les conditions se réunissent effectivement pour semer le doute. C'est clair qu'on peut être inquiet, je veux dire, quand on est ivoirien, en tout cas quand on est africain et qu'on est à l'approche des échéances électorales présidentielles, puisque malheureusement, peu de pays nous ont démontré en Afrique qu'on peut aller aux élections de façon démocratique sans sortir les machettes, sans sortir les kalachnikovs. Donc oui, c'est clair que... J'ai dit peu. Non, j'allais poser la question, Sophie. Non seulement j'ai dit peu de pays, mais j'ai dit d'aller aux élections de façon démocratique. Après, c'est démocratique aussi. À vous de me dire, en tout cas. Ouais. Mais en tout cas, moi, je veux être optimiste en me disant on peut quand même, à un moment donné, tirer les leçons des erreurs passées. Vous dire qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont vécu cette crise qui était très traumatisante pour eux. Je pense que on pourrait quand même se dire on peut faire attention pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Mais c'est assez difficile, surtout dans un contexte actuel où même la CEI, la Commission électorale indépendante, est contestée en fait par certains partis de l'opposition. Donc déjà, il y a déjà un point d'achoppement, il y a déjà un petit couac. C'est une question de volonté, parce qu'on sait ce qu'il y a à faire justement pour ramener la paix.
Premièrement, mais est-ce que des mesures sont prises pour arriver à cela, c'est-à-dire rassembler les C'est pour ça que je dis que c'est une question de volonté. Arriver à un consensus. Il faudrait que les uns et les autres aient la volonté justement et de surtout prendre voir conscience ces des dangers élections se qu'on passer. encourt. Parce que la CEI et tout le monde, on est tous ivoiriens. Comme on dit souvent, si ça se gâte pour tout le monde. Je pense qu'il faut déjà commencer à prendre conscience de ce fait-là. Il ne faudrait justement pas que la volonté soit seulement exprimée, mais qu'elle soit manifeste par des actes qui sont concrets et qui je pense rassurent. qu'au niveau de la population, d'une partie de la population, les gens commencent à se rendre compte parce que j'ai vu des slogans sur les réseaux sociaux ou encore dans les débats pour dire nous ne sommes plus prêts à être un bétail électoral, à être ceux qu'on envoie sur le terrain se faire massacrer au profit de tel ou tel homme politique. Les gens sont peut-être en train de prendre conscience et moi j'estime que c'est une petite note d'espoir quand même en me disant qu'on pourrait éviter le mur. Compagnon de lutte de Laurent Gbagbo, actuel président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan est entre deux murs. Il va prendre place, c'est déjà le cas, on me dit, autour de cette table avec lui. Nous allons aborder la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur et l'amitié d'être sur ce plateau. Vous avez suivi certainement notre petit débat tout à l'heure à propos du non-respect des mesures barrières. Votre sentiment sur la question? Mais dans une certaine mesure, vous avez raison. Les mesures ne sont pas totalement respectées. Il y a un manque de rigueur dans la gestion de cette pandémie. Et je pense que si nous étions plus rigoureux, plus attentionnés, peut-être que nous aurions déjà réussi à stabiliser la situation. Vous seriez aux commandes du pays, vous auriez autorisé l'ouverture des bars, des cinémas? Non, pas du tout. Je pense même qu'il faut durcir. On aurait dû durcir les mesures depuis l'origine. Il y a eu beaucoup de laxisme. On a fermé les bars, mais on sait que les gens se débrouillent pour continuer de manière détournée à se rassembler. C'est ça le plus dangereux, de se cacher pour le faire. Si Bien on avait sûr, dit, par bien exemple, sûr, on parce ouvre qu'il n'y les a bars pas et on suffisamment limite à pris de 50 conscience. personnes. Voilà. Il n'y a pas suffisamment pris de conscience. On a imposé les masques, mais on voit bien que dans la rue, les gens se promènent sans masque. Les gens vivent comment quand ils sont... vous souhaitez, par exemple, qu'on durcisse les mesures, mais ceux qui sont dans le domaine d'activité, comment vivent-ils aujourd'hui? Mais justement, c'est pour cela qu'il faut que le gouvernement mette en place des mesures d'accompagnement. Et les financements qui ont été sollicités auprès des institutions internationales devraient servir à cela. On nous a parlé de près de 1000 milliards d'appui à la gestion du phénomène, mais pour le moment, on ne voit pas. En ce qui concerne les petits métiers, le secteur informel, les professions libérales, on ne voit pas tellement ce qui est fait pour eux. Pour revenir à l'actualité, M. Pascal Affi-N'Guessan, dans une décision ce matin, donc on le disait, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples invite le gouvernement ivoirien à réformer la CEI dans un délai de 3 mois, à la veille des élections. Comment vous appréciez cette décision? Mais nous l'apprécions positivement, puisque la Cour africaine des droits de l'homme va à la rencontre de nos préoccupations. Nous avons déjà dit, après la mise en place des commissions locales, qu'elles n'étaient pas équilibrées. Nous avons souhaité que cela soit réformé et je crois que c'est cette décision qui vient d'être prise par la Cour africaine des droits de l'homme. Nous en sommes totalement satisfaits et puis nous attendons que le gouvernement veuille bien prendre les mesures pour que nous puissions discuter de la manière de mettre en place des commissions locales qui satisfassent tout le monde. Pensez-vous que ça sera le cas? Je l'espère bien. De toute façon, le gouvernement n'a pas beaucoup de choix. À 3 mois des élections. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est une question de volonté. Là, en une journée, nous pouvons régler cette question. Nous avons des idées, nous avons des propositions. Donc, cela peut se régler. Mais il faut qu'il y ait la bonne volonté. Il faut qu'il y ait la volonté de faire en sorte que les élections à venir se tiennent dans la paix, dans la sérénité. Et je pense que nous n'avons pas intérêt à créer les conditions d'une nouvelle violence, d'une nouvelle crise. Donc, le pouvoir en est conscient. Et puis j'espère bien qu'ils prendront les décisions. En tout cas, c'est rassurant de vous l'entendre dire. Monsieur Pascal Affi-N'Guessan, à quelques mois de l'élection présidentielle, dites-nous comment le FPI s'organise avec deux tendances pour espérer présenter un candidat fort. Un candidat fort, c'est d'abord un candidat qui a une bonne expérience politique, qui a un projet politique, c'est cela un candidat fort. Personnellement, je pense que j'ai le profil. J'ai déjà un projet, j'ai une longue expérience de près de 30 ans dans l'action politique. Et donc, c'est ce que nous allons présenter aux Ivoiriens le moment venu. Parce qu'en fine, ce sont les Ivoiriens qui décident. Qu'il y ait 10, 12 ou un seul candidat, ce sont les Ivoiriens qui décident. Et ils vont le décider, vous l'avez entendu à travers votre reportage, par rapport à l'offre politique. C'est l'offre politique qui est déterminante. Donc, au-delà des conciliabules, des schémas qui peuvent être faits au sommet,
entre les acteurs politiques. Ce qu'il faut retenir, c'est que, in fine, la décision revient aux Ivoiriens. Et il faut que celui qui se présente avec l'ensemble de son appareil ou seul soit en mesure de convaincre les Ivoiriens qu'il est l'homme de la situation. J'ai juste envie, monsieur Afi-N'Guessan, de vous poser la question, de savoir, vous venez nous dire que vous avez 30 ans d'expérience dans le jeu politique. J'ai envie de connaître votre regard d'analyste politique sur la démission du vice-président. Quelle analyse faites-vous de cette démission? L'analyse que nous faisons, nous l'avons d'ailleurs exprimée dans une déclaration, c'est que le régime actuel est en lambeaux. C'est le délitement complet. Ils sont à bout de souffle. Parce que cette démission du vice-président vient à la suite d'une cascade de démissions. Il faut remonter plus loin à la démission du PDCI du RHDP, donc le départ de M. Henri Konan Bédié, le départ de M. Soro Diom, le départ de M. Mabri Touakeuse, la démission de M. Amontano, et ensuite, malheureusement, le décès du Premier ministre, suivi du décès et du départ du vice-président. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une crise institutionnelle. Manifestement, ce pouvoir-là est en fin de parcours. Il manque de jus, il n'a plus la capacité d'offrir une proposition attrayante aux Ivoiriens. Donc il faut faire en sorte que les élections arrivent le plus rapidement possible pour régénérer l'appareil politique au niveau de l'État, pour légitimer à nouveau des nouvelles personnalités pour diriger le pays. Excusez-moi, monsieur Afi, mais on peut dire la même chose en ce qui concerne votre parti. Mais nous sommes dans l'opposition. Nous n'avons pas la responsabilité de l'État du Côte d'Ivoire. Mais vous voulez aujourd'hui briguer justement cette responsabilité-là avec un parti qui est en morceaux aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Ce qui est essentiel, est-ce que celui qui incarne même un morceau du parti, qu'est-ce qu'il propose? Est-ce que ce qu'il propose est attrayant pour les Ivoiriens? Mais ça fait justement, les Ivoiriens peuvent se dire, voici quelqu'un qui n'arrive même pas forcément à rassembler toutes les forces au niveau de son propre parti. C'est cette personne-là qui espère briguer un mandat où il espère réunir tous les Ivoiriens. Ce qu'il n'arrive pas à faire. Oui, mais le problème du parti, c'est un problème de vision. Si les gens ne sont pas d'accord avec votre vision, pourquoi vous voulez qu'ils soient avec vous? Bon, alors monsieur... Mais s'ils ne sont pas d'accord, est-ce que la vision qu'ils contestent agrée les Ivoiriens? Ça veut dire que si demain vous êtes à la tête du pays, que les gens ne partagent pas une partie de votre vision, vous laissez... Mais c'est le but de l'élection. L'élection, c'est de leur soumettre ma vision. Voilà, je suis au FPI, j'ai une vision. Il y a des gens au FPI qui ne sont pas d'accord, mais vous, les Ivoiriens, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui me contestent, qui me combattent, ou est-ce que vous êtes d'accord avec ma vision? Si vous êtes d'accord avec ma vision, venez, nous allons construire la Côte d'Ivoire. On va mettre les deux pieds dans le plat, justement, pour parler de vos camarades du FPI. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous divise? Ce qui nous divise, c'est le pouvoir. Parce que nous sommes arrivés... Oui, c'est tout. Ce qui se passe à l'intérieur du FPI, c'est de savoir qui va porter les couleurs du FPI, qui va être devant. Et à vous écouter, on sent qu'il n'y aura pas de réconciliation possible entre vous et vos camarades du parti. C'est possible. C'est possible. Parce que nous sommes dans un jeu de compétition pour savoir qui va... Plusieurs personnes souhaitent être à la place où je suis. Quelles sont ces personnes? Oh, de toute façon, vous le savez bien. Ou même s'ils ne le souhaitent pas, ils ne veulent pas que ce soit Afi. Quelles sont ces personnes, monsieur Afi? Mais ceux qui sont dans la dissidence aujourd'hui, vous connaissez tous ceux... Enfin, je ne sais pas si vous suivez la vie politique en Côte d'Ivoire en ce qui concerne le Front populaire ivoirien, mais on connaît tous ceux qui sont dans la dissidence. Et ceux-là, mais c'est une situation générale, hein. Ce n'est pas propre au FPI. Puisqu'il faut qu'ils donnent... Par exemple, je prends le cas même du RHDP. Oui. Pourquoi Soro Diom a quitté le FPI, le RHDP? Parce qu'il voudrait être celui qui porte les couleurs du RHDP aux élections. Et parce qu'on a choisi Amadou Gon, il est parti. Et nous reparlons de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Edith Broubleu, une décision, deux interprétations. Oui, une décision, deux interprétations. On a l'impression que chaque partie semble tirer le drap vers elle, au final. On choisit la décision, en tout cas parmi les différentes décisions qui ont été prises au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. On choisit la décision qui nous intéresse. Donc du côté du gouvernement, la réaction elle est plutôt satisfaisante. Le ministre Sidi Touré, porte-parole du gouvernement, a signifié que la Cour a déclaré que l'État de Côte d'Ivoire n'avait pas violé
son obligation d'exécuter l'arrêt qui a été rendu le 18 novembre 2016 dans le délai imparti et que cette commission, la commission électorale indépendante, issue de cette réforme, était composée de membres indépendants et impartiaux, que cette CEI était équilibrée dans sa composition et qu'elle jouissait d'une indépendance institutionnelle. Ça, c'est du côté du gouvernement. Et du côté de l'opposition ivoirienne, on a eu la réaction également du président Henri Konan Bédié, du PDCI-RDA, qui a félicité les membres de ce conseil qui ont défendu, selon lui, leur requête devant la Cour. Et le PDCI a retenu que cette Cour a jugé recevable leur requête et a demandé à l'État de Côte d'Ivoire de procéder à une reprise de la réforme de la Commission électorale indépendante, et ce, dans un délai de 3 mois. Donc on a vraiment une appréciation assez diverse de chaque parti, où chacun considère que c'est un succès pour lui et que chaque parti considère qu'elle a été entendue par la CHDP. Désormais, les prétendants au fauteuil présidentiel devront au préalable recueillir la caution d'au moins 1% de l'électorat local. Qu'est-ce que le parrainage citoyen? Que savent les Ivoiriens de cette nouvelle condition d'éligibilité? Nous leur avons tendu notre micro, voici leur réaction. Le parrainage citoyen, moi, à mon avis, consiste à aller voter, dire aussi à ses amis et à ses parents de voter. Parrainage citoyen. Personnellement, je ne sais pas ce que ça signifie. Selon mon analyse personnelle, quand j'imagine un peu, je me dis que c'est quand même une cote électorale peut-être qu'on demande aux candidats, d'abord pour quand même voir son poids réel. Parce qu'il ne faudrait pas que le jeu électoral aussi soit peut-être un truc pour tout le monde de quand même venir comme ça se donner. Parce que quand même, il s'agit quand même d'une élection présidentielle. Donc, il ne faut pas que tout le monde vienne se jeter dans quelque chose. Donc, quand même, il faut avoir quand même une certaine cote en matière de population pour prétendre quoi. C'est une nouveauté en Côte d'Ivoire. Le parrainage consiste à avoir un certain nombre d'électeurs et un pourcentage pour permettre à un candidat de faire apte à la candidature. Nous n'avons pas une large idée du pourcentage. On a entendu par région, il faut avoir un quota. Il y a 2 semaines de cela, la CEI en a parlé. Mais ils n'ont pas fait large diffusion pour qu'on puisse avoir une idée. En ce qui concerne les élections, le parrainage citoyen, je vais dire que c'est lorsque, je prends un exemple, lorsque l'ancien président doit partir et qu'il voudrait inviter ses partisans de voter pour celui qui leur propose. Diversement interprété, hein, j'ai envie de dire. Diversement compris déjà. Certains ont compris, certains n'ont pas compris le principe. Et même ceux qui ont compris sont un peu confus. Mais je crois que de plus en plus, les Ivoiriens s'informent, ils se renseignent sur un certain. Ils ont entendu parler de ce parrainage citoyen, ils sont allés. Malheureusement, bon, tout le monde n'a pas toutes les informations. Je ne suis pas sûr qu'on ait entendu quelqu'un dire le parrainage citoyen, c'est l'élection à la FIF. Donc, pour dire qu'on a déjà globalement une idée de ce que c'est, mais et puis c'est un peu notre rôle aussi. Bon, avant nous, c'est le rôle de ceux qui l'instaurent. La commission électorale indépendante. La commission électorale indépendante de promouvoir, de faire la promotion de ce concept-là, l'expliquer dans ses détails, et puis bon, nous, après, on fait le relais. Surtout qu'ils ont 45 jours, c'est ça, non, les candidats, à partir d'aujourd'hui, pour pouvoir avoir collecté ces parrains. C'est compliqué si la population est un peu confuse encore aujourd'hui, quoi. Abraham Denis Yorobat, un président du groupe de plaidoyer d'action pour une transparence électorale. Il est coordonnateur de la coalition Accès à l'information et consultant en droits de l'homme. Il est notre invité. Bonsoir, monsieur Yorobat. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous. Mesdames. Accepter l'invitation de l'AFTV. On parle de parrainage. Justement, et à ce propos, on dit qu'on a 45 jours, les candidats en tout cas ont 45 jours pour obtenir les parrainages citoyens. Pensez-vous que c'est suffisant ? Ce que je peux dire d'abord, c'est que c'est la question de la procédure. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas nouveau dans le milieu politique. Ça s'est fait ailleurs, mais ça s'est fait comment? Ça s'est fait sur quelle base? Avec quel accord? Nous avions souhaité en son temps qu'il y ait un consensus politique autour de cette question. Les discussions qui ont été menées n'ont pas abouti véritablement à ce consensus. Donc, les interprétations qui sont faites aujourd'hui sont liées essentiellement à cela.
Nous avions fait des propositions pour dire que le parrainage ne devait pas être un moyen d'exclusion. Nous sommes en démocratie. Il faut faire en sorte que l'exclusion soit bannie. Et connaissant l'histoire de notre pays, nous avons vraiment souffert de l'exclusion. Il faut faire en sorte que l'élection de 2020, qui est une élection à grand enjeu, soit une élection ouverte afin qu'il y ait moins de violence. Aujourd'hui, 45 jours, est-ce que c'est suffisant? Dans l'environnement actuel, à mon avis, je ne suis pas candidat, mais dans l'environnement actuel, je pense que ce n'est pas facile avec les questions de l'environnement sanitaire, etc. En vous écoutant, M. Robat, on a un peu le sentiment que vous n'avez pas été entendu. Oui, je le dis avec beaucoup de regrets. Mais écoutez, nous sommes la société civile, nous sommes une organisation citoyenne et notre rôle, c'est de répéter parce que de toute façon, la répétition est pédagogique. Notre rôle, c'est d'insister, notre rôle, c'est de faire en sorte que beaucoup comprennent ce que nous voulons pour le bien-être de la société. Ce que j'ai dit, c'est une question de procédure. Est-ce que ce modèle est accepté par tous ceux qui sont menés à l'appliquer? C'est ça la question. Est-ce que ce modèle est compris par tous ceux qui sont menés à l'accepter? C'est la première fois que cela arrive en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui serait le sujet justement de cette divergence d'avis? Tout ce qu'on ne connaît pas effraie. On a besoin de comprendre. On a besoin de se mettre d'accord. Il y a eu deux éléments, deux grandes innovations dans le code électoral. C'est d'abord le relèvement du taux de cautionnement et puis le parrainage. C'était vraiment les deux grandes innovations de taille. Allez-y, d'accord, mais je veux dire, avec Sophie Aïda tout à l'heure, on parlait du fait que ce système-là ait plus ou moins marché ailleurs. Qu'est-ce qui vous fait craindre qu'il ne marcherait pas vraiment en Côte d'Ivoire? Non, ce n'est pas... Bon, vous savez que la Côte d'Ivoire a sa particularité dans la sous-région, comme d'ailleurs tout pays. Ce qui marche ici ne marche pas forcément ailleurs. Cela veut dire que ce qui marche ailleurs ne peut pas forcément marcher ici. Et la Côte d'Ivoire est habituée... C'est pas le cas pour tout. Hein. Oui, la Côte d'Ivoire est habituée... qui marchent bien ailleurs, qui marchent bien ici. Chose qui marche bien ici, qui marche bien ailleurs. Oui, on veut bien. Et c'est ce que nous souhaitons aujourd'hui. Le problème, c'est que nous sommes face à une situation, et surtout politique. Surtout politique. Et ici, la Côte d'Ivoire est bien habituée au dialogue, aux échanges. Vous savez que le code électoral qui a été promulgué par le président de la République était un code électoral par ordonnance. Ça veut dire que les discussions continuaient et face à certains obstacles, certaines difficultés, le président a pris sur lui la responsabilité de promulguer le code électoral. Donc c'est un peu une action unilatérale quand on sait que ce sont des partis qui se discutent le pouvoir. Donc, ce que nous nous souhaitons et ce que nous aurions vraiment voulu, étant entendu que c'est la première fois que cette démarche est emmenée en Côte d'Ivoire, il aurait souhaité qu'il y ait de larges débats. Mais quand tu dis la première fois, déjà, on l'a dit, en 1995, ça avait déjà été instauré. Oui, et c'est le président de la CEI avait expliqué aux journalistes ce mercredi 15 juillet, justement, que le parrainage citoyen a bel et bien existé en 1995. À la présidentielle, et ça avait consisté en quoi? Parce que je crois qu'en 1995, j'étais encore bien au fait. Je suivais quand même l'actualité, j'ai suivi les élections. Je sais qu'en 1995, il y a eu le boycott actif. Non, moi je ne me souviens pas. Alors ce que je dis, l'esprit du parrainage tel qu'on nous l'a expliqué, c'est d'augmenter le pouvoir des électeurs. C'est d'augmenter le pouvoir des électeurs. C'est-à-dire que, surtout que les élections sont coûteuses. Alors, le gouvernement, dans les explications, certains protagonistes qui étaient sur la table ont expliqué qu'on ne peut pas permettre à toute la société, à tous les Ivoiriens d'être électeurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens avaient mis l'accent sur le relèvement du taux. On a dit non, ce n'était pas vraiment très démocratique. D'être candidat. D'être candidat, mais électeur, bien sûr, autant pour moi. Alors, et c'est ainsi que cette proposition est arrivée. Le parrainage consistait en quoi? C'est-à-dire que vous voulez offrir vos services à une société. Vous avez créé un parti.
ou bien vous avez des ambitions politiques. Vous avez écrit votre programme de société. Ce programme-là, il faut le soumettre aux électeurs. Est-ce qu'ils pensent que ce programme peut servir au pays? Sur cette base, ils vous accordent leur parrainage. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de vous soutenir, ils ne sont même pas obligés de vous voter, mais en voyant ce que vous dites, en voyant ce que vous expliquez, ils disent, moi, Yoruba, bon, je pense que c'est un bon programme, il peut être candidat. Ce n'est pas un plaisantin. Il a de la suite dans les idées. Ce qu'il nous propose, si les gens l'acceptent, je pense que ça peut nous aider. Mais je ne suis pas obligé de le voter. C'est ici qu'on va s'arrêter pour ce live talk pour aujourd'hui, pour toute la semaine. Donc, sans vous dire merci de nous avoir suivis, de nous avoir accompagnés. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Dieu vous garde.